Bonsoir à toutes et à tous, c'est Sens Public, votre rendez-vous quotidien de débat, de chroniques et de reportages sur Public Sénat. 90 minutes pour donner du sens à l'actualité grâce à nos experts. Et voici le sommaire de ce 18 octobre. La frappe qui a en partie détruit l'hôpital Ali Arab de Gaza, causant la mort d'au moins 471 personnes, marque un tournant dans la guerre qui oppose Israël au Hamas. Sans avertissement, une roquette F-16 s'est abattue sur l'hôpital. Soudain, tout est devenu noir. Il y avait des corps et du sang tout autour. Des têtes ont été coupées. C'est un crime que personne ne peut imaginer. C'est un crime contre l'humanité. Les deux camps s'accusent mutuellement d'être à l'origine de ce tir meurtrier. Joe Biden, en visite à Tel Aviv, affirme que des données américaines disculpent l'État hébreu. Mais devant l'émotion et les manifestations, les chefs d'État arabes qui devaient participer à ce sommet en Jordanie, en présence du président américain, ont préféré renoncer à ce rendez-vous. On analyse les conséquences de ce carnage avec nos invités dans une minute. Et puis pour notre second débat, c'est l'implosion de la NUP que je vous propose de décortiquer. Le Parti socialiste suspend sa participation. Le Parti communiste acte l'impasse. Les Verts créent un nouveau mouvement. L'incapacité de Jean-Luc Mélenchon et de ses fidèles de condamner clairement le Hamas comme une organisation terroriste aura eu raison de l'union de la gauche. Peut-elle renaître sous une nouvelle forme? Qui pourrait incarner l'après-Mélenchon? On en débat dans 45 minutes. Mais d'abord, le bilan et les conséquences de cette frappe aérienne contre l'hôpital de Gaza avec Louis Belin. Un afflux ininterrompu de blessés et d'ambulances, conséquence d'une frappe dévastatrice sur un hôpital en plein centre de Gaza hier soir. L'explosion a fait plusieurs centaines de morts et provoqué une vague d'indignation et de colère dans l'ensemble du monde arabe, comme ici en Tunisie. Immédiatement mis en cause, Israël a nié toute implication et accuse en retour un allié du Hamas, le djihad islamique. Selon nos renseignements, le Hamas a vérifié les rapports, a compris qu'il s'agissait d'une roquette ratée du djihad islamique et a décidé de lancer une campagne médiatique mondiale pour cacher ce qui s'était réellement passé. Une version qui fait débat, mais soutenue par le président américain Joe Biden, arrivé en Israël pour une visite de solidarité. Je suis profondément attristé et indigné par l'explosion de l'hôpital de Gaza hier. Et d'après ce que j'ai vu, il semble que cela ait été fait par l'autre camp, pas par vous. Joe Biden devait également participer à un sommet régional avec plusieurs pays arabes pour apaiser les tensions. Il a finalement été annulé par son hôte, la Jordanie. Au 12e jour du conflit, plus de 3000 Palestiniens et 1400 Israéliens sont morts, en majorité des civils. Alors que l'ONU appelle à un cessez-le-feu immédiat, Israël vient d'autoriser l'entrée d'aide humanitaire dans Gaza depuis l'Égypte. Justement, cette aide humanitaire qui va pouvoir rentrer dans le sud de la bande de Gaza, les conséquences évidemment de cette frappe sur l'hôpital de Gaza, mais aussi la visite de Joe Biden. Beaucoup de thèmes à aborder avec mes invités. Guillaume Ancel, bonsoir, bienvenue, ancien officier, écrivain français, auteur du blog Ne pas subir. Valérie Zinati, bonsoir et bienvenue. Vous êtes écrivaine, scénariste, traductrice, vous connaissez bien la société israélienne, vous y avez vécu pendant plusieurs années. Armin Arifi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes journaliste, grand reporter au Point, spécialiste du Moyen-Orient. Vous signez notamment un article dans le magazine à paraître demain sur ce conflit. J'accueille également Mathieu Croissando, éditorialiste politique. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Bienvenue à vous. On va démarrer avec des sources d'images et je vous propose, Guillaume Ancel, d'essayer de les analyser avec nous. Donc de cette explosion, on est au cœur de la ville de Gaza. D'abord, les images qui ont été diffusées par Tsahal sont des images de nuit. Il est presque 19h localement par l'armée israélienne. Donc on discerne un tir qui semble, je vais être prudent évidemment, changer de direction avant de s'abattre au loin. On voit l'explosion, cette boule de feu apparaître évidemment très lointaine. Autre source d'image, alors que la caméra zoom. Voilà une autre source d'image qu'on vous propose tout de suite. Celle-ci, elle est diffusée par un journaliste de la chaîne qatari Al Jazeera, filmée de beaucoup plus près. On est toujours dans la nuit, un peu moins de 19h. L'hôpital est touché. Une boule de feu impressionnante que vous allez voir apparaître sur ces images que vous avez peut-être entrevues. Voilà. Deux sources différentes. Il n'y a pas tant d'images que ça, Guillaume Ancel, du moment où ça s'est passé.
Évidemment, c'est très compliqué, évidemment, on va être prudent, évidemment, ça va être une bagarre médiatique de communication pendant les jours et peut-être les semaines qui viennent. Quelle leçon vous tirez de ces images? Est-ce qu'on peut en déduire quel type d'arme a été utilisé, par exemple? En fait, moi, je ne vais pas être prudent et je vais vous dire qui est à l'origine de cette frappe. Parce qu'en fait, on le sait tous, c'est la guerre. En réalité, il y a deux versions qui sont parfaitement possibles. C'est une explosion de type 200 à 300 kilos. Ça correspond exactement à la charge militaire des missiles Badr qui ont été livrés par l'Iran aux brigades islamistes. Et ça correspond aussi aux bombes guidées laser de 250 kilos qu'utilise régulièrement l'armée de l'air israélienne. Ce qui veut dire qu'en termes de possibilités, en réalité, ça peut être exactement l'un ou l'autre. Et évidemment, aucun d'eux ne va aller reconnaître avoir fait un truc pareil. Je veux dire, ni le Hamas n'acceptera de donner la moindre preuve, parce qu'il reste des pièces, en réalité, sur ce qui s'est passé. Il reste toujours des traces. Ni les Israéliens, s'ils avaient commis une telle erreur, parce que ça n'aurait pas été un ciblage volontaire, mais c'est la guerre. C'est tellement horrible, vous l'avez très bien dit dans l'introduction, c'est un tournant, c'est un désastre et un tournant. C'est-à-dire que si la guerre continue, de toute façon, actuellement, c'est le peuple palestinien qui va être dévasté. Donc la question, elle n'est même pas de savoir qui est à l'origine de cette frappe, c'est est-ce qu'on accepte que cette guerre continue? Une guerre qui, je le rappelle, pardon pour mes amis arabes qui m'ont beaucoup interrogé sur le sujet, a été déclenchée par le Hamas, mais dans lequel ils ont piégé Israël, qui aujourd'hui ne trouve aucune porte de sortie pour arriver à dire mais je m'arrête, parce que de toute façon je ne sais pas détruire le Hamas sans abîmer le peuple palestinien. Donc on est dans une impasse sanglante dans laquelle si on reste, de toute façon, ça ne pourra que se terminer par un embrasement généralisé, parce que tout le monde a tort. Autre témoignage, je vais vous faire réagir à chacun, là c'était sur ces images, je vous propose d'entendre ensemble le porte-parole de l'armée israélienne, car l'armée israélienne a réagi assez vite après cette frappe pour accuser le djihad islamique, on l'écoute. Il était 18h59 lorsqu'une explosion a été signalée à l'hôpital Ali al-Mamadani dans la ville de Gaza. Selon nos informations, le Hamas a vérifié les rapports, a compris qu'il s'agissait d'une roquette ratée du djihad islamique et a décidé de lancer une campagne médiatique mondiale pour cacher ce qui s'était réellement passé. Valérie Zenati, comme beaucoup de pays occidentaux, la société, comme dans beaucoup de pays, la société israélienne elle est assez fracturée. On l'a vu avec toutes les manifestations qui ont eu lieu contre la politique de Netanyahou pendant des semaines avant l'attaque terroriste du Hamas. Est-ce qu'il y a une mise en doute de la version officielle israélienne ce soir? Est-ce que ces fractures, elles s'expriment toujours, ou au contraire, on a un pays qui se lève ensemble et qui veut se venger? Alors non, je ne crois pas qu'on pourrait dire ça. C'est-à-dire autant dans les premières heures de cette guerre, vous l'avez rappelé, déclenchée, ce round, comme on dit, totalement déclenché par le Hamas, par un acte de barbarie sans nom. C'est-à-dire que là, bien sûr, nous, vous êtes dans l'actualité. Les gens qui vivent là-bas ne sont pas dans l'actualité. Ils ont un calendrier ou une horloge qui s'est arrêtée le 7 octobre à 6h30 du matin. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre, puisque vous me parlez de la société israélienne. Oui. C'est-à-dire que l'État dans lequel la société israélienne est aujourd'hui, les fractures existent et la colère s'est un peu exprimée aussi contre le gouvernement. Mais l'état dans lequel elle est, je crois que personne ne peut le percevoir. C'est celui d'un traumatisme qui est encore brûlant, qui n'est absolument pas passé. Et on pourra malheureusement arriver au 20e jour de guerre, au 30e jour de guerre. Ce traumatisme initial, les gens enterrent encore leurs morts. Hier ou avant-hier, il y a un homme à qui on a annoncé que sa fille de 8 ans faisait partie des corps carbonisés qui n'avaient pas été identifiés jusque-là, parce que c'est très difficile d'identifier les corps carbonisés. Et il a eu cette phrase terrible en disant « Je suis soulagé qu'elle ne soit pas otage à Gaza ». Vous voyez, c'est-à-dire que nous, bien sûr, on est à Paris, on essaie de comprendre, on dit un tournant. Je ne suis même pas sûre que ce soit un tournant. Vraiment, mais moi, je ne suis pas experte militaire, ni experte stratégique. Mais sur la société israélienne, ce qui m'intéresse, c'est de savoir... Parce que, alors peut-être que c'est une vision, effectivement, beaucoup plus lointaine, ça j'en conviens, mais... le temps peut estomper l'émotion, c'est horrible ce que je dis. Mais en tout cas dans l'opinion. Et ces images d'horreur à Gaza peuvent remplacer celles du carnage de l'attaque terroriste du Hamas. Alors ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que manifestement, et c'est absolument
atroce. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que depuis le 7 octobre, vous savez, en quelque sorte, ce conflit, je le pense depuis 1987. J'étais adolescente en Israël au moment de la première intifada. Ça date, 1987. Je vivais là-bas et ma conscience politique générale et globale s'est forgée à travers ce conflit. Et depuis, j'ai écrit des livres, j'ai suivi les accords d'Oslo quand j'étais journaliste il y a 30 ans. J'ai écrit Une bouteille dans la mer de Gaza il y a 20 ans. Donc ce conflit, je le connais de l'intérieur, y compris quand on ne parle pas. Là, attention, on ne peut pas parler d'émotions qui s'estompent alors qu'il y a des otages israéliens en Israël, que la société israélienne sait qu'il y a 200 décès en minimum. Quand je dis ça, je parle plus de l'opinion internationale, qui est évidemment multiforme. Je ne parle pas seulement de la société israélienne. Concernant l'opinion publique, si on peut parler d'une opinion publique mondiale, ce qui est absolument tragique, c'est qu'on a presque l'impression que certains, d'une certaine manière, n'attendaient que ça pour dire « Ah ben voilà, vous voyez, il y a eu des morts, oui, il y a 10 jours. Ah ben 10 jours, c'était il y a 10 jours déjà. Et donc là, Israël fait, et c'est horrible. Et j'attire l'attention sur le fait que la personne qu'on a vue tout à l'heure, vous n'avez pas dit qui c'était, cette personne qui donnait un bilan et qui disait des têtes ont été arrachées. Je pense que c'est un représentant du Hamas à Gaza qui prenait la parole. Il n'était pas présenté comme tel par l'agence France-Presse. Et alors, je n'ai pas vu de sous-titres. Comme un témoin. Comme un témoin. Je n'ai pas vu de sous-titres. On ne sait pas qui est cet homme, en tout cas. Si, il y a son nom, nous on ne l'a pas donné, mais voilà, il est présenté comme un témoin. Après, il est peut-être militant du Hamas. Je fais confiance à l'AFP. D'accord. Ce qui est terrible, c'est que là, il reprend quelque chose qui s'est passé en Israël et qui a été vu par tous les médias internationaux, c'est les têtes coupées de ces nourrissons. Et donc là, on assiste à quelque chose qui est absolument tragique et effroyable. Quand on dit guerre d'images, on parle d'êtres humains qui sont morts et il y a 10 jours, des gens sont morts en Israël. La nuit dernière, des gens sont morts à Gaza. Ce sont tous des civils, manifestement. Cette catastrophe sans nom ne devrait pas être instrumentalisée par une colère qui n'attend que ça. Je suis d'accord avec vous, mais elle l'est de fait, et c'est ce que l'on va découvrir dans notre débat. Je vous donne la parole tout de suite. Une autre réaction, celle du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, après justement avoir découvert ces images de l'hôpital de Gaza. Les mots me manquent. Ce soir, des centaines de personnes ont été tuées de manière horrible lors d'une frappe massive contre l'hôpital Ali Arab dans la ville de Gaza, notamment des patients, des professionnels de santé et des familles qui cherchaient refuge dans et autour de l'hôpital. Encore une fois, les plus vulnérables. C'est totalement inacceptable. Armin Arifi, est-ce que vous parlez, vous aussi, d'un tournant dans cette guerre? Au niveau médiatique et dans le monde arabe, certainement. En Occident, à juste titre, on a été tous frappés par les massacres et l'attentat terroriste commis par le Hamas contre une majorité de civils. Il faut dire que, moi je reviens du Liban, il est intéressant de noter que beaucoup de personnes à qui j'ai parlé étaient assez mal à l'aise, avaient du mal à condamner. Attention, je ne suis pas en train de dire c'est bien, c'est pas bien, il faut ou il faut pas. Mais pourquoi? En raison du contexte. En raison du conflit israélo-palestinien, en raison de l'occupation israélienne. Ils n'étaient pas à l'aise. C'est-à-dire qu'ils ne condamnaient pas. C'est-à-dire qu'ils disent. Ce qu'ils me disaient, et je trouve que c'est intéressant, encore une fois, je ne suis pas en train de justifier ça, mais ils me disaient oui, il y a eu des massacres, oui, un attentat. Mais quid des Palestiniens au cours de ces dernières décennies? Quid des derniers conflits à Gaza, parce qu'il y en a eu quand même énormément? Quid du blocus de Gaza, etc. Quand vous disiez tout à l'heure, effectivement, le monde arabe, et même au-delà, en Occident, on n'attendait que ça, je pense que c'est vrai. Enfin, l'Occident, c'est peut-être allé trop loin, mais le monde arabe a explosé. Et le Hamas le savait. C'est-à-dire qu'il était évident, après ce qu'a fait le Hamas, qu'il y allait avoir une riposte israélienne, tout d'abord des bombardements, peut-être une invasion terrestre, et qu'on allait avoir de telles images. Encore une fois, je ne suis pas en train de justifier. Non, je parle justement de la guerre. Et ça ne dit pas qui a. De la guerre médiatique. Je ne sais pas qui l'a fait. Qui est à l'origine de cette frappe. Je vais vous dire une chose, je ne vais pas vous dire peu importe, mais aux yeux de l'opinion publique dans la région, c'est Israël. Et ça sera Israël. Aux yeux, et ça c'est encore plus intéressant, des pays arabes sunnites, modérés, alliés des États-Unis, dont certains ont reconnu Israël, c'est Israël, dans leur communiqué. Dans la rue? Non. Et dans les communiqués aussi, mais communiqués. Peut-être un peu sous la pression de la rue.
Certainement, certainement que ça joue. Mais c'est Israël. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on assiste à un bouleversement géopolitique dans la région, avec des pays qui ont rétabli leurs relations avec Israël ou qui étaient en voie de rétablissement, qui sont obligés de se positionner sous la pression énorme de la rue, qui ne comprend pas et qui dénonce un deux poids deux mesures, un double standard de l'Occident, des États-Unis, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Donc en ce sens, ce qui est arrivé hier est déjà d'une certaine manière, en tout cas au niveau médiatique, une défaite israélienne. Et le Hamas le sait pertinemment. De là à dire que le Hamas, quand il a déclenché cette opération qu'il a préparée pendant longtemps, maintenant, depuis longtemps, on le sait, qu'il avait peut-être calculé sur le coup d'après. Le coup d'après, on y est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au niveau médiatique, en dépit des démentis, peut-être des preuves, on ne sait pas. On verra. Israël est, sur le banc des accusés, Israël est acculé. Maintenant, dernière chose, on va parler de la guerre qui a lieu depuis maintenant 10 jours. Pas oublier qu'aujourd'hui, en tout cas d'après ce que dit le Premier ministre Netanyahou, on va vers une invasion terrestre. C'est-à-dire que le dur de la guerre n'a pas encore commencé. Alors, on va y venir. Par rapport à Gaza, savoir les bombardements. Oui, pardon de nous interrompre. On va y venir là-dessus. Je vous propose, effectivement, on va rester encore un moment sur la question des preuves, même si on comprend bien que ce sera très difficile, sans doute, d'en avoir. Et sur la réaction américaine, vous avez commencé à l'évoquer, parce que cette frappe, elle intervient quelques heures avant l'arrivée de Joe Biden sur le sol israélien. Joe Biden, qui est donc, on a déjà vu l'image tout à l'heure, mais elle est vraiment importante. Je pense que ça mérite d'être revisionné ensemble. Le président américain est avec le Premier ministre israélien. Voici ce que dit Joe Biden. Je suis profondément attristé et indigné par l'explosion de l'hôpital de Gaza hier. Et d'après ce que j'ai vu, il semble que cela ait été fait par l'autre camp, pas par vous. Guillaume Ancel, est-ce qu'on peut espérer avoir des preuves fiables de l'origine de ce tir ? En fait, Joe Biden repose sur les renseignements américains. Et comme il y a une couverture satellitaire et à mon avis d'avions qui tracent et qui monitorent ce qui se passe au-dessus du ciel de la bande de Gaza, ils ont vu qu'effectivement, il n'y a pas eu de tir israélien, de tir de missiles. Mais par contre, ils ne sont pas capables de voir, parce que ça ne se voit pas sur une couverture aérienne, s'il y a eu un tir de bombe guidée laser. Et par contre, ce qu'ils ont vu sur leurs images à eux, c'est le tir du missile du sud de la bande de Gaza, celui qui est sur l'image, qui n'est pas contesté. Mais c'est impossible, avec les éléments qu'on a, de dire si c'est la charge militaire de ce missile qui est tombée effectivement sur l'hôpital, effet désastreux. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, c'est le propre de la guerre. C'est-à-dire que de toute façon, ça ne pouvait se terminer que de cette manière. Oui, mais, en fait, si pardon de pas de oui, mais si on en avait rapidement, alors j'imagine pas les opinions publiques des pays arabes dont on parlait se retourner du jour au lendemain, mais ça pourrait altérer un peu cette réaction. Personne ne les croirait. En fait, le seul moyen d'investiguer sur le sujet, ce serait qu'il y ait une équipe d'enquêteurs qui aille retrouver des morceaux de l'explosif et qui puisse dire ce sont des pièces d'un missile Badr ou ce sont des pièces d'une bombe guidée laser, qui sont très différentes. Ça supposerait de pouvoir rentrer dans Gaza pour le faire. Évidemment, ça n'arrivera pas. Et c'est le Hamas qui dirige la situation sur le terrain. Donc, ils ne vont pas se tirer une balle dans le pied en disant « Ah ben attendez, l'erreur vient de notre côté, on n'aurait jamais dû faire ça ». C'est impossible. Et les Israéliens, même si d'un seul coup, ils réalisaient qu'en fait, il y a eu un drone qui a tiré une bombe guidée laser. Alors un drone, ce serait un drone à haute altitude, mais qui avait tiré cette bombe guidée laser, qui est intraçable. En fait, il n'y a qu'eux qui peuvent le savoir, mais s'ils l'apprennent dans les jours qui viennent, ils ne vont sûrement pas aller l'annoncer sur la place publique. En tout cas, moi, je serais à leur place, je ne le ferai pas. Donc, on ne le saura pas, en tout cas pas dans un temps assez court, pour pouvoir dire aux opinions, c'est ça qui s'est passé. Tout ce qu'on peut leur dire, c'est qu'en fait, cette guerre, elle est vouée à l'échec. Oui, et par conséquent, on ne peut pas avancer sur ce conflit, puisque la deuxième phase qui est prévue par les militaires israéliens, en tout cas affichée par le gouvernement Netanyahou, c'est une invasion terrestre, et ça se terminera exactement de la même manière. Valérie Zinat. Oui, ce que je voulais dire, c'est que, donc encore une fois, moi je ne suis pas experte, mais en revanche, je connais très bien ces deux sociétés et les perceptions qu'elles ont. Vous savez, parfois, il y a les faits, on le voit bien là, il y a un fait. Personne ne nie qu'un hôpital a été touché à des... Et puis ensuite, il y a l'interprétation et la perception des faits, qui est parfois plus importante. Moi, ce que j'ai envie de souligner plusieurs choses sur la question de la perception et de ce qu'en temps de guerre, on reçoit comme message, on va dire, de l'ennemi, ou ce que l'ennemi peut... Sur le 7 octobre, il n'y a aucun débat. C'est le Hamas qui a commis les massacres.
au vu et au su de tout le monde. Il ne s'est pas caché de cette horreur. Il n'a pas dissimulé cette horreur. Au contraire, il a diffusé. Il a diffusé. Quand le Hamas diffuse ces images, il diffuse une volonté et une jubilation atroce de la mort de l'ennemi. Là, si Israël avait envie d'exterminer les Palestiniens, on pourrait dire qu'il ferait la même chose. Il dirait, non, mais je vais vers une logique de ce qu'est l'expression de la haine et du désir d'extermination. Personne ne dit là, chouette, on a tué. Vous voyez, et personne ne s'en enorgueillit. L'autre chose que les gens savent, c'est qu'Israël a demandé l'évacuation des populations civiles. Non, attendez, je vais vous dire, je parle de la perception. Je ne suis pas en train de défendre Israël. Je vous dis, je parle encore une fois de la perception. De toute façon, d'un côté, on a une démocratie certainement imparfaite comme beaucoup de démocraties, mais il n'empêche qu'on peut imaginer ce qui politiquement va arriver à Benjamin Netanyahou dans quelques mois. Et de l'autre, il y a une organisation terroriste. Donc, tout à fait. Je pense qu'on je parle de la perception, c'est-à-dire que pour les Israéliens... Pardon, mais sur la capacité d'évacuation, c'est quand même d'un cynisme absolu, parce que où peuvent-ils partir? Alors, ils sont à Khan Younes, et je connais personnellement, et c'est là que pour moi, c'est pas abstrait. Je connais personnellement une femme, une amie, là, à Paris, dont les petits-enfants sont à Gaza. Ils sont tous évacués à Khan Younes depuis plusieurs jours. Elle n'a pas de nouvelles. Elle, aujourd'hui, elle se pose même plus la question de savoir qui a tiré. Elle veut savoir comment vont ses petits-enfants. Ils sont à 20 dans 2 pièces, ils sont tous entassés à Khan Younes. Il y a des centaines de milliers de gens qui sont allés se réfugier dans le camp de Khan Younes. C'est absolument terrible pour cette population qui paye encore une fois le prix de ce qu'a fait le Hamas. Ce que je vous dis là juste, puisque vous me parlez de la société, c'est que les Israéliens perçoivent ça comme une guerre qui est finalement, on parle toujours d'asymétrie, mais qui est à plusieurs asymétries, si j'ose dire. Il y a une asymétrie entre le Hamas et Israël concernant les moyens militaires, évidemment. Israël a une force de frappe beaucoup plus grande. Il y a une asymétrie aussi dans les déclarations d'intention et dans le message qui est passé en face, même si évidemment aujourd'hui, pour tous les Palestiniens de Gaza, la seule chose qu'ils souhaitent, c'est que ces bombardements cessent, et c'est une évidence, et c'est ce qu'on peut leur souhaiter. On parle des bombardements, il ne faut quand même pas oublier que avant l'hôpital, déjà ce même hôpital a déjà été la cible de tir israélien, cette fois ça a été confirmé, il n'a fait que des blessés il y a quelques jours, et que le sud du pays, parce que cet hôpital se situe dans le nord, que donc dans la ville de Gaza. Voilà, dont Israël a appelé à l'évacuation. Un hôpital, c'est difficile, mais que dans le sud du pays, où se trouve une majorité de déplacés palestiniens gazaouis, le sud n'est pas épargné par les bombardements. Dernière chose, ça fait 10 jours que, après le 7 octobre, les bombardements aériens de Gaza ont commencé et que l'aide humanitaire n'a toujours pas pu rentrer, d'après les Égyptiens, en raison des bombardements israéliens. Oui, le poste frontière de... aujourd'hui. Oui, ça a été annoncé en fin d'après-midi. Le poste frontière de Rafah, notamment, a été bombardé plusieurs fois. Effectivement. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, où peut aller cette population? Ça fait quand même... Gaza, on n'apprend pas ce que c'est, Gaza. Gaza, le blocus illégal de Gaza, israélien et égyptien, il a quand même, depuis 2007, si je ne m'abuse, donc 2007, ça fait, calcul, 15 ans. 16 ans, oui. 16 ans, oui, 16 ans exactement. Il est illégal, c'est une prison à ciel ouvert. Où peuvent aller ces gens? Ça fait partie des données du problème, et le Hamas le savait pertinemment. Évidemment. Mathieu, vous vouliez intervenir? Oui, d'une façon générale, est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que ce tir n'était pas intentionnel? Est-ce qu'en gros, c'est soit une erreur du djihad islamique, soit une erreur d'Israël? Absolument. Peut-être Guillaume Ancel là-dessus. Oui, absolument. C'est typique. Alors, pardon, mais ce genre de frappe et d'explosion, c'est typique d'une erreur. C'est-à-dire que soit c'est un missile tiré par les brigades islamistes, et évidemment ils ne visaient pas leur hôpital, soit c'est une bombe guidée laser israélienne, et en fait ils traçaient un véhicule qui les intéressait, et ils avaient peut-être que cette munition-là, et ils n'ont pas compris de nuit que, en fait, ils étaient sur un hôpital. Je vais poser la question de Mathieu différemment. Qui a le plus intérêt à ce que cette frappe ait eu lieu, Guillaume Ancel? En fait, est-ce que c'est pas plutôt le Hamas pour mobiliser la rue arabe? Pardon, je vais répondre en sens inverse.
ceux qui payent le plus cher sont les Palestiniens. Oui, d'accord. Parce que eux, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est eux qui morflent aujourd'hui d'une manière hallucinante. Parce que même sans cette frappe, on est déjà à près de 3000 morts. Et il faut multiplier par 4 le nombre de blessés. Et donc, la question, c'est... Oui, mais vous l'avez dit vous-même, le Hamas, quand il déclenche l'attaque terroriste du 7 octobre, il sait très bien ce qui va se passer après pour la population palestinienne. Israël est tombé dans un piège. On voit bien que cette guerre, de toute façon, n'est pas gagnable uniquement par des moyens militaires. Et je pense que c'est là où le Hamas voulait l'emmener. Et maintenant, Israël est face à un mur, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de stratégie pour détruire le Hamas, et elle réalise que si elle continue sur le territoire palestinien, en dehors de soulever les opinions publiques arabes contre elle, et peut-être de déclencher un conflit régional, elle est dans une impasse. Et la question pour eux qui est centrale, c'est comment est-ce qu'ils arrivent d'un côté à détruire le Hamas, mais en fait, c'est pas ça la question essentielle. C'est l'avenir du peuple palestinien. Tant qu'on ne l'aura pas réglé, cette guerre-là, elle se reproduira tous les 3 ans. Ouais. Allez, je pense que tout le monde va intervenir, mais je vais reprendre la main parce qu'il y a encore beaucoup de questions à aborder. Et on va parler maintenant du djihad islamique, puisque c'est le djihad islamique qui est pointé du doigt par l'armée israélienne sur la responsabilité de cette frappe. Je propose à Marion Vigreux de nous rejoindre tout de suite sur ce plateau. Avec Marion, bonsoir Marion, bienvenue à vous. Vous allez nous expliquer ce qu'est le djihad islamique palestinien. 3 lettres. C'est ça, c'est un mouvement révolutionnaire qui a été fondé à la fin des années 70. Au début, cette organisation était proche des frères musulmans, mais peu à peu, ses fondateurs s'en sont détachés, estimant que les frères musulmans ne s'investissaient pas suffisamment dans la lutte pour la libération de la Palestine. Alors, l'objectif de ce groupe, c'est l'établissement d'un État islamique palestinien sur le territoire historique de la Palestine, et pour cela, il prône la destruction de l'État d'Israël. Par rapport au Fatah et au Hamas, le djihad islamique est présenté comme un électron libre. Contrairement au Hamas, il n'a aucune velléité politique, il se concentre sur la lutte armée. On lui doit plusieurs attentats suicides, mais également tirs de roquettes contre Israël. Il est basé dans la bande de Gaza, mais depuis 2021, c'est aussi l'un des principaux acteurs de la lutte armée en Cisjordanie. Le mouvement est très populaire auprès des jeunes. Il capitalise notamment sur le discrédit de l'autorité palestinienne. Et évidemment, il y a des synergies avec le Hamas. Et la cause qu'ils portent dépasse les frontières de la Palestine. Oui, ils sont dans une dimension révolutionnaire islamique globale et ils mènent des combats hors des frontières de la Palestine. Ils misent d'ailleurs pour une contagion du conflit aux pays voisins. Ces derniers sont proches du Hezbollah, ils sont présents au Liban, en Syrie, mais surtout ils ont des liens très importants avec l'Iran et ne cachent pas d'ailleurs leur fascination pour le chiisme révolutionnaire iranien. Et à propos de cette relation, je vous propose d'écouter le chercheur David Rigoulet-Rosé. L'organisation, oui, est très liée à l'Iran puisque son secrétaire général, d'ailleurs Ziad El-Zakaleh, est régulièrement en Iran. Il était encore en juin dernier. Et d'ailleurs, à cette occasion, il avait explicitement formulé le fait que le temps de la trêve était révolu et que celui de la confrontation ouverte était devenu d'actualité et que ça se ferait évidemment avec, on va dire, l'onction du guide suprême auquel il se réfère en termes d'autorité spirituelle et géopolitique. Et c'est d'ailleurs l'Iran qui financerait principalement le djihad islamique palestinien, un groupe qui a été placé sur la liste des organisations terroristes par de nombreux pays occidentaux, les États-Unis, l'Union européenne, le Japon et évidemment Israël. Merci Marion pour toutes ces informations. Guillaume Ancel, je reviens vers vous. La puissance militaire du djihad islamique, c'est quoi en comparaison par exemple du Hamas? Alors pour moi, c'est très peu par rapport au Hamas. C'est une armée beaucoup moins importante qui a réussi à avoir un soutien fort de l'Iran, mais l'Iran ayant toujours joué sur des concurrences assez intéressantes, notamment entre le Hamas et les brigades islamiques. Je dirais plutôt qu'il joue un rôle de challenger morbide, en fait, avec le Hamas, parce que c'est contre eux notamment qu'a été menée une opération, la dernière opération d'Israël en mai, juste avant l'été, et on voit bien qu'à ce moment-là, le Hamas s'était gardé de riposter, et que les brigades islamiques essayaient de montrer que c'est eux qui étaient capables de guider la résistance. Donc il y a une question aussi de leadership que voudraient incarner ces deux mouvements, en allant toujours plus loin dans la violence, pour montrer que seuls eux sont capables de mener cette résistance de la Palestine, et qui emmène la Palestine dans une impasse aussi grande que l'absence de stratégie du gouvernement Netanyahou. Armin Arfi, il y a effectivement une sorte de
concurrence aujourd'hui. La question palestinienne, et puis plus tard on reparlera, on va de nouveau utiliser ces mots processus de paix qu'on n'a pas utilisé depuis des années, mais la question palestinienne est de nouveau au cœur des préoccupations diplomatiques internationales. Est-ce qu'il y a une concurrence entre ces mouvements palestiniens, terroristes pour certains, pour incarner le leadership, comme le dit Guy Ancel? Est-ce que c'est aussi à ça qu'on assiste? Il n'y a pas de velléité du djihad islamique de diriger politiquement, du moins la bande de Gaza. Non. Le djihad islamique, c'est un mouvement qui ne reconnaît, au même titre que le Hamas, pas du tout l'État d'Israël, à la différence de l'autorité palestinienne. Et qui ne reconnaît pas, qui veut le détruire également. Qui veut le détruire également, tout à fait. Et qui est pour la lutte armée à 100%. Moi, ce qui me désole dans ce qui se passe, les morts civiles sont terribles, un mort est un mort, mais ces bombardements israéliens vont être un vivier de recrutement énorme pour ces organisations armées, à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Une nouvelle spirale de violence et de vengeance qui s'enclenche. Moi, effectivement, au printemps dernier, pour mon magazine Le Point, je me suis rendu en Cisjordanie. Cisjordanie, où l'autorité, comme le disait ma consoeur, l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, qui a officiellement renoncé à la lutte armée, qui est complètement discréditée parce qu'en 20 ans, elle n'a strictement rien obtenu au niveau politique ni diplomatique de la part d'Israël. Au contraire, la colonisation israélienne n'a fait que se renforcer, les violences des colons, il faut le rappeler. Il y a eu quand même environ 250 morts palestiniens depuis le début de l'année par les violences des colons, mais également, je parle de la Cisjordanie, pas de Gaza, de l'autre côté, mais également de la part de l'armée israélienne. Ce que je veux dire par là, c'est que cette frustration de la part de la jeunesse qui ne voit aucun avenir et qui aspire simplement à vivre libre, mais également à avoir une situation décente au niveau économique, est un vivier de recrutement. Parce que quand je me suis rendu sur place, j'ai parlé avec des responsables locaux du djihad islamique, notamment à Naplouse, et ils me disaient, vous ne pouvez pas savoir à quel point aujourd'hui les jeunes se tournent vers nous. Pourquoi ? Parce qu'on a les armes. On a d'un côté, et je fais, mais c'est l'Iran qui vous finance, n'est-ce pas ? Il me fait, mais écoutez, on a d'un côté l'Iran qui nous dit, continuez la lutte armée, on va vous payer, on va vous donner encore davantage d'armes. Et de l'autre, des pays comme l'Arabie Saoudite qui sont en train de normaliser avec l'État hébreu, qui nous disent renoncez à la lutte armée, engagez-vous dans un processus politique dont vous savez au passage qu'il mènera nulle part, et reconnaissez l'État d'Israël. Vous pensez que les gens viennent continuer la lutte armée parce que c'est la lutte armée qui apporte, qui donne un rapport de force. Et là-dessus, l'opération du Hamas, il faut voir aussi ce côté des choses. Bien sûr, qu'elle est terrible, qu'elle est terroriste, que c'est un massacre de civils avec des images qui font froid dans le dos, mais de l'autre, il y a aujourd'hui une organisation, le Hamas, qui, dans l'imaginaire des Palestiniens, a réussi à briser le siège de Gaza, à briser le blocus. Vous ne pouvez pas savoir à quel point les gens ont halluciné quand ils voyaient des images de combattants palestiniens sur la terre d'Israël, traverser la frontière, prendre des selfies. Jamais ils ont cru à une vaste blague, à des fake news. Et non, c'était la réalité. Vous ne pouvez pas savoir à quel point, dans la région, parce on parle du Proche-Orient, ce qui est arrivé est un bouleversement terrible, et à quel point aujourd'hui le Hamas, en tout cas au niveau politique, est au top de sa forme, même si Gaza est en train d'être détruit, bien sûr, au détriment de la population. Et effectivement, Valérie Zianette, on a déjà dit sur ce plateau, mais il y a une part d'échec de Benyamin Netanyahou sur cette question-là. Vous parliez de la colère qui s'est exprimée dans les premiers jours. Il y a une partie des civils israéliens qui se sont sentis abandonnés et totalement isolés face à ce qui se passait. Il y a deux choses, et je vous rejoins sur beaucoup de choses qui viennent d'être dites, et j'y arriverai peut-être justement en vous répondant. C'est que, on le sait, il y a un gouvernement en place depuis près d'un an qui a entrepris de saper les fondements de la démocratie et du système de justice en Israël, et qui a soulevé une opposition extrêmement forte, tenace, à l'israélienne, si j'ai envie de dire, parce que les Israéliens ont un côté têtu, on ne bouge pas, on ne bouge pas, on ne bouge pas, parfois c'est désespérant, mais là, 500 000 personnes dans les rues chaque semaine, dans un pays de 9 millions d'habitants, pour dire non à cette réforme, c'était absolument incroyable. Pendant ce temps, et ça je l'ai entendu, je l'ai lu, je le suivais, des hauts responsables militaires, des hauts responsables des services de sécurité alertaient Netanyahou, le chef d'état-major lui-même a voulu l'alerter en juillet en disant que la réforme de la justice
mettait en péril la sécurité d'Israël. Il ne disait pas l'équilibre intérieur, la paix civile. Non, il disait la sécurité. Pourquoi? Parce qu'il avait tous les éléments en main pour savoir, on ne va pas épiloguer là-dessus. Mais il y avait déjà cette alerte. C'est-à-dire tous les manifestants savaient qu'il mettait Israël en danger. Parce que cette fracture provoquait aussi une fracture à l'intérieur des services secrets, etc. et autres. La deuxième chose, et la colère qui est là et qui est vive, c'est que le matin de l'attaque et dans tous les jours qui ont suivi, à partir du 7 octobre, le gouvernement israélien a répondu aux abonnés absents. Netanyahou s'est contenté d'une vague vidéo où il a dit « Nous sommes en guerre, nous les aurons jusqu'au dernier », samedi 7 octobre, alors que des gens étaient encore à l'intérieur de chez eux en train de brûler vifs et appeler à l'aide. Il n'a pas eu un mot pour dire aux gens qui étaient en train de se faire massacrer « Nous allons venir vous sauver, nous sommes là ». Ils ne sont pas descendus dans le sud, ils ont mis beaucoup de temps, mais ils n'y sont pas allés. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien. Et là, c'est intéressant. Enfin, c'est tragique. Mais ils savent très bien qu'ils vont se faire recevoir par la population, comme ils se sont fait recevoir dans certains hôpitaux, par une population qui très souvent a voté pour eux dans le sud du pays. Très souvent, il faut savoir que cette population, depuis que le Hamas est au pouvoir, vit les tirs des missiles, de roquettes, parfois quotidiennement. Et personne n'en parle en Israël. À Tel Aviv, les gens vivent tranquillement, ils vont dans des restaurants, ils travaillent, ils vont dans des cafés. Cette population vit ça quotidiennement. Netanyahou a promis la sécurité à Israël. Et cette histoire, vous avez raison, c'est une victoire éclatante pour le Hamas. Cette histoire, cette attaque est la preuve éclatante aussi que Netanyahou n'a pas apporté la destruction, le lapsus est révélateur, n'a pas apporté la sécurité et son gouvernement d'extrême droite, mais au contraire la destruction. Donc la colère, elle est là et pour longtemps. Allez, on va reparler de diplomatie pour terminer ce débat, un long chapitre consacré à la visite de Joe Biden en Israël. Mathieu, on va commencer avec vous. Quel bilan vous pouvez tirer de cette visite du président américain? Pour faire le bilan, il faut se souvenir des objectifs qui étaient affichés par Joe Biden. Le premier, c'était un objectif de solidarité après les attaques les plus meurtrières qu'ait connu l'État hébreu sur son sol depuis sa création. Et là, on a eu droit à une longue accolade de Joe Biden avec Benjamin Netanyahou, la dénonciation des atrocités commises par le Hamas selon Biden, qui ferait passer l'État islamique pour un mouvement plus raisonnable, a-t-il dit. Donc cette première case, elle est cochée. Solidarité d'abord, soutien ensuite. La présence de Biden à Tel Aviv avait pour objectif, dit-il, d'envoyer un signal au peuple israélien, mais aussi au peuple du monde, afin qu'il sache quelle est la position des États-Unis. Bon, il y avait peu de suspense, mais cette visite, elle avait donc une valeur d'avertissement à tous les acteurs de la région qui pourraient être tentés par une escalade, notamment l'Iran, on en parlait, le Hezbollah, la Syrie, qui sait. Et afin de montrer qu'il ne bluffe pas, Biden a envoyé, on le sait, 2 porte-avions, un croiseur, des destroyers, une puissance de feu assez considérable. Il a ajouté par ailleurs aujourd'hui qu'il s'assurerait personnellement qu'Israël dispose bien de ce dont il a besoin, sous-entendu en termes logistiques ou militaires. Donc là, pour le coup, le soutien, ça a été salué évidemment par Benjamin Netanyahou. La case est cochée aussi. La troisième case, c'était l'humanitaire, on s'en souvient, avec notamment la volonté d'obtenir un corridor, j'allais dire permanent, pour permettre à l'aide humanitaire de venir. Là, pour le coup, c'est en demi-teinte, parce que l'ouverture, elle va se faire. Ça a été annoncé par Israël aujourd'hui via le poste frontière de Rafah, côté égyptien, pas côté israélien, Erez, bien sûr. Mais j'ai pas compris qu'il s'agirait d'un corridor permanent ou de quelque chose qui permettrait de ravitailler sur le long terme la bande de Gaza. Et puis, s'il s'agissait enfin, donc la case elle est cochée, mais on va dire à moitié. Et puis s'il s'agissait de dessiner des perspectives ou à minima de calmer le jeu, là il faut dire que Joe Biden a fait chou blanc. Est-ce vraiment de sa faute? Non, hein. On se souvient que l'explosion hier à l'hôpital de Gaza a fait annuler le sommet qu'il avait prévu avec les dirigeants arabes et qui devait se dérouler en Jordanie, les dirigeants arabes, mais aussi Mahmoud Abbas, de l'autorité palestinienne. Et puis, pour calmer ou convaincre les Palestiniens, là aussi il a fait chou blanc. Alors il a dit il faut distinguer selon lui le Hamas des Palestiniens. Il s'est déclaré, on l'a vu, indigné, attristé par l'explosion de l'hôpital. Mais on l'a vu aussi, il a dédouané Israël de toute responsabilité dans cette explosion. Avec quelle réaction dans la foulée? Avec une réaction du Hamas, d'être traité de complice des massacres israéliens dans la bande de Gaza. Merci Mathieu pour toutes ces informations. Il y a beaucoup d'éléments sur lesquels on peut reprendre. Je voudrais démarrer par l'aide humanitaire à Armin Arfi. C'est quoi? Eau, nourriture, médicaments? C'est ce qui a été annoncé par le gouvernement israélien. On n'est pas encore effectivement dans un corridor humanitaire tel qu'on pouvait l'imaginer? Non, effectivement, c'est exactement ça. Ce sont les
les aliments de base. Et il ne faut pas oublier aujourd'hui que l'électricité est coupée aujourd'hui désormais dans le sud. Il n'y a plus, les générateurs ne fonctionnent plus car il n'y a plus d'électricité et que Gaza est coupé du monde. Donc il y a urgence, y compris dans les hôpitaux, Al-Shifa, le plus grand de Gaza, où les médecins opèrent dans le noir, sans électricité, c'est quand même effroyable. Et de l'autre se pose ensuite la question qu'on évoquait tout à l'heure, à savoir quid des civils. Il y a eu au départ une proposition qui a été vécue dans le monde arabe comme une provocation, celle du ministre Yoav Gallant de la Défense israélien, à savoir de reloger pour un certain temps les habitants de Gaza dans le Sinaï égyptien, dans le désert du Sinaï, ce qu'a catégoriquement refusé l'Égypte en disant que c'est exactement ce qui s'est passé au cours des précédentes guerres et qui a abouti à l'exil d'un certain nombre de Palestiniens, que ce soit au Liban, en Syrie, et ils ne sont jamais revenus. On connaît la suite. Mais ce qui est vraiment intéressant aujourd'hui, c'est vraiment le bouleversement géopolitique et une sorte de division au sein même du camp américain. Bien sûr, on a un soutien indéfectible des États-Unis qui ont donné toute latitude à Israël pour répondre, mais c'est également le cas au niveau des pays occidentaux européens. La France, par exemple, on sent aujourd'hui que la France est gênée aux entournures. Entre le fait de souligner le droit à Israël de se défendre et de l'autre, timidement demander à l'armée israélienne de respecter le droit humanitaire. Et ça fait mouche, encore une fois, auprès des opinions arabes qui estiment que l'Occident n'est plus légitime pour dicter le tempo politique dans la région. Et c'est là que ça fait le jeu de pays comme l'Iran, comme la Russie, comme la Chine, qui font œuvre de bons offices pour essayer de régler la situation. Oui. Encore une fois, le plus intéressant aujourd'hui, c'est est-ce que Netanyahou se permet de ne pas lancer d'offensive terrestre? Je ne suis pas certain. Auprès de l'opinion israélienne. Il y a les otages. Oui, bien sûr. Pardon, je reprends la main. Sur ces enjeux diplomatiques, parce que je voudrais qu'on entende Mahmoud Abbas, puisqu'il y avait un sommet quadripartite qui devait se tenir en Jordanie, à Amman, avec le roi de Jordanie, avec le président égyptien et avec Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, qui a renoncé. Il explique pourquoi. Face à la tragédie qui s'est déroulée ce soir, et afin de protéger notre peuple, j'ai décidé d'interrompre ma visite à Amman et de revenir au pays pour être aux côtés de mon peuple dans cette grande épreuve. J'ai convenu avec les frères jordaniens et égyptiens d'annuler le sommet qui était prévu à Amman aujourd'hui avec le président Biden. Guillaume Ancel, c'est aussi une occasion manquée pour Mahmoud Abbas. On parlait du fait que l'autorité palestinienne était discréditée depuis des mois, pour ne pas dire des années, auprès des Palestiniens. Il y avait là une volonté de le faire ressurgir d'une certaine façon comme un interlocuteur. Clairement, c'est un échec aussi, et à mon avis, c'est une alternative sans issue. On ne va pas reconstruire la crédibilité de Mahmoud Abbas, qui est un très vieux dirigeant, qui a montré qu'il n'était pas capable d'apporter quoi que ce soit au peuple palestinien, qui s'est juste un peu enrichi au passage. Et par conséquent, je pense que vis-à-vis du peuple palestinien, il ne représente plus aucun avenir. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est le fait qu'il n'y ait pas pu y avoir de rencontre, notamment entre Joe Biden et les principaux dirigeants arabes, parce que là, c'était une occasion d'esquisser un avenir, en fait, une sortie de ce conflit. Tout à l'heure, on parlait des corridors humanitaires. Mais vous savez, les corridors humanitaires, c'est un faux semblant. Dans cette situation-là, c'est juste une manière de ne pas regarder la réalité. La réalité, c'est que tant que la guerre contre la bande de Gaza continue, pour les Palestiniens, c'est l'horreur assurée, qu'il y ait un corridor humanitaire ou pas. Et chaque fois que quelqu'un nous annonce qu'il va y avoir un corridor humanitaire, il oublie qu'il y a deux autres acteurs, parce qu'ils sont trois en fait à jouer sur le sujet. Il y a bien sûr les Israéliens qui bombardaient encore avant-hier la porte de Rafah, enfin la région. Il y a les Égyptiens qui disent, qui, à ma connaissance de sources bien informées en Égypte, on dit qu'ils ont déposé des plots de béton pour bien montrer qu'ils n'avaient aucune intention qu'on ouvre le corridor. Et puis, évidemment... Donc il y a une sorte de double langage. C'est-à-dire que l'Égypte va soutenir le peuple palestinien, mais refuse de l'accueillir. Absolument. Et il y a le côté Hamas, dont on n'a pas du tout l'assurance, qui laisse partir les Palestiniens parce qu'il leur sert de bouclier humain. Et donc ils savent que si jamais le peuple palestinien partait, alors le Hamas pourrait partir avec lui, ça
c'est encore un autre sujet. Mais pour moi, cette histoire de corridor humanitaire, vous savez, c'est comment dire, c'est quand on veut se camoufler parce qu'on n'ose plus regarder la réalité. Et la réalité, c'est que cette guerre n'est pas tenable. Dernier mot, Valérie Zenati, parce qu'on va parler du soutien militaire américain. Dans quel état d'esprit sont les militaires israéliens, et notamment ceux, parce qu'il y a beaucoup de jeunes réservistes qui faisaient partie des manifestants dont vous nous parliez tout à l'heure, qui étaient opposés au gouvernement Netanyahou, à sa réforme de la justice, au boutoir qu'il donnait à la démocratie de leur pays. Il y a quoi? Il y a malgré tout un réflexe patriotique qui joue, ou alors il y a des réfractaires quand même? Oh non, je crois qu'il y a très peu de réfractaires. Je ne sais même pas si c'est un réflexe patriotique. Enfin, alors je sais que c'est sans commune mesure, mais il faut dire qu'Israël continue d'être bombardé par le Hamas. Hier, avant-hier, il y a des tirs de missiles, de roquettes, jusqu'à Tel Aviv. C'est-à-dire les Israéliens ne font pas la guerre tout seuls. Ils sont attaqués de leur côté. Il y a le Hezbollah qui teste les Israéliens chaque jour avec des tirs de missiles anti-tanks. Il y a une menace d'embrasement qui est absolument terrifiante. Et je pense vraiment qu'aujourd'hui, de ce que je vois et entends, ceux qui sont mobilisés sont aussi dans un réflexe de survie, de protéger les leurs et leur pays. C'est même plus du patriotisme, c'est plus de la politique, c'est simplement une question de survie. Israël est en guerre, le Hamas a déclaré la guerre à Israël, le Hezbollah va peut-être lui emboîter le pas ou pas. On ne sait pas ce qui va se passer dans les territoires palestiniens. Il y a eu plus d'une vingtaine de Palestiniens tués la semaine dernière. On a du mal à suivre tous les bilans. Mais en réalité, enfin je le dis, et c'est pas, c'est ni un tournant, c'est autre chose. C'est quelque chose de catastrophique qui est en train de se produire. Je dirais juste, parce que mon domaine c'est les mots, il y a deux mots qui ressurgissent côté israélien et côté palestinien ces jours-ci. Côté israélien, c'est la Shoah, toute proportion gardée évidemment, mais les gens considèrent qu'il y a eu une Shoah à l'échelle des quelques kilomètres carrés attaqués. Et c'est le mot Nakba qui ressurgit. L'amie palestinienne dont je parlais tout à l'heure disait « Voilà, ma famille a quitté Gaza, ils n'ont plus que la clé, et la maison est peut-être détruite. » C'est-à-dire que ces deux mots qui sont en quelque sorte fondateurs. Nakba, ça veut dire quoi? Nakba, c'est la catastrophe pour les Palestiniens qui a consisté la création de l'État d'Israël ou le refus du plan de partage en 1947 et 48. Et la Shoah, c'est l'extermination. Également, le Nakba, l'exil forcé. Et l'exil forcé, oui, l'exil forcé. Et la Shoah, c'est l'extermination des Juifs d'Europe. Moi, je constate juste, je ne suis pas en train de faire de. Mais je dis que ces deux mots-là, qui datent des années 40, ont ressurgi des deux côtés. Et c'est très important de se pencher. On parlait de mots-là, j'ai pensé à l'Iran. Aujourd'hui, il y a le spectre d'une guerre multifront, et c'est ça qui terrifie tout le monde. À savoir que l'Iran a clairement fait... L'Iran n'a pas intérêt à une guerre, un conflit direct avec Israël. En revanche, l'Iran est en train de souffler sur les braises. L'Iran est le principal. On ne sait pas si l'Iran a ordonné au Hamas de faire ça, ou en tout cas, d'après nos informations, ils étaient au courant. Ce qu'ils ont annoncé, les Iraniens, c'est que si l'armée israélienne envahissait Gaza au niveau terrestre, le Hezbollah, autrement plus fort que le Hamas avec ses 150 missiles, 100 000 combattants, allait intervenir au front nord, et que d'autres groupes pro-iraniens des milices chiites en Syrie, en Irak, ou les rebelles Houthis au Yémen, allaient, avec leurs capacités fournies par l'Iran, des roquettes, mais également certains missiles balistiques, pouvaient frapper à leur tour. Donc on a vraiment le spectre d'une guerre régionale. Espérons qu'on pourra l'éviter. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je suis obligé de vous interrompre. C'est d'ailleurs dans cette perspective aussi que Joe Biden a envoyé les 2 porte-avions dont on a parlé. C'est une démonstration de force très importante. Message envoyé notamment à l'Iran. Joe Biden qui a annoncé également qu'il demanderait cette semaine au Congrès une aide sans précédent pour Israël. Ce sera l'un des enjeux des prochains jours côté américain dans un contexte politique très très tourmenté là-bas aussi. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Armin Arfi, je rappelle qu'on vous lit dans Le Point, dans ce numéro à paraître demain, dont on va revoir peut-être la couverture. Merci à tous. En France et dans le Moyen-Orient. Et dans le Moyen-Orient. À bientôt sur Public Sénat.